Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour cet enregistrement en public du podcast Parole d'Histoire. C'est une première et une première que j'aurais eu beaucoup de mal à imaginer en lançant cette émission de podcast il y a 3 ans maintenant. Et donc c'est évidemment un très grand plaisir d'être là avec vous, avec nos invités. Donc un grand merci au Rendez-vous de l'Histoire de Blois, à son comité scientifique pour avoir accepté, un peu en dernière minute d'ailleurs, de programmer cette séance ce dimanche matin. Alors, autour de moi, j'ai le plaisir d'être avec Étienne Hanheim, à ma gauche, directeur d'études à l'EHESS, directeur des éditions de l'EHESS. Je vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, de passer sur le stand de ces éditions pour voir la très belle production historique, et pas seulement, qui y est proposée. À côté de moi, Manon Pignot, maîtresse de conférence, habilitée à diriger des recherches à l'Université de Picardie-Jules Verne, et qui avait écrit L'appel de la guerre, qui a reçu en 2019 le prix Augustin Thierry des Rendez-vous de l'Histoire de Blois. Vous le retrouvez sur le stand Anna Mosa. Et puis, à côté, Catherine Rido-Kikuchi, maîtresse de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, qui a notamment écrit La Venise des livres, que vous retrouvez aux éditions Champvallon, un très beau livre pour lequel on a eu le plaisir de discuter avec Catherine au micro du podcast Parole d'Histoire, et qui a également coordonné un livre que je recommande notamment aux étudiantes et aux étudiants, L'initiation aux études historiques, qui est vraiment un très beau manuel qui manquait, et sous cette forme, et qui est une excellente manière d'aborder l'histoire aux éditions Nouveau Monde. Alors, je les remercie d'être là pour une séance qui s'appelle Le travail de l'historienne et de l'historien. Une séance qui a un peu 2 raisons d'être. D'abord, c'est le thème, évidemment, de ces rendez-vous de l'histoire. Et donc, toute une série de conférences, de tables rondes évoquent le travail des paysans, le travail des artisans, le travail des mineurs, le travail des ouvriers, etc. Et je trouvais ça intéressant de retourner le projecteur ou le microscope ou la focale sur ce que nous faisons, nous, d'être réflexif, ce qui est évidemment une position de plus en plus importante, me semble-t-il, dans la recherche, de se demander ce qu'on fait au moment où on le fait, et d'examiner aussi le travail de l'histoire, le travail des historiennes et des historiens. Et puis, la deuxième raison de cette table ronde, de cette émission enregistrée en public, c'est parce qu'il me semble qu'on peut parfois se faire une fausse idée de ce travail. Et moi, quand je faisais mes études d'histoire et que je lisais les manuels d'historiographie, je m'en faisais sans doute une vision un peu idéalisée à travers des livres comme celui d'Arlette Farge, Le goût de l'archive, à travers ses évocations romantiques parfois d'un travail tout entier plongé vers l'appétit du savoir et la production intellectuelle, et puis sans voir peut-être qu'il y a des dimensions plus ordinaires. Et je pense qu'en fait, on ne trouve pas de livre d'historiographie où on lit des conseils sur la manière de faire sa thèse, les complexités des comités de sélection universitaire, toute une série de dimensions très prosaïques du travail, très ordinaires du travail, mais en fait qui sont fondamentales. Et cette réflexion, elle s'appuie pour moi sur un livre qui a été vraiment important, et je remercie Étienne d'être là parce qu'il a écrit, c'était il y a 2 ans je crois, Le travail de l'histoire, qui était tiré de son habilitation à diriger des recherches, et qui est un livre qui examine chapitre par chapitre, lire, écrire, administrer, projeter, faire des projets, etc. Différentes facettes du travail de l'historien, y compris celles qui sont moins glamour, celles qui sont moins valorisées, et qui sont, je crois, très utiles à regarder pour comprendre vraiment ce que l'on fait. Alors, ma première question sera pour Manon Pignot, notamment parce qu'elle est membre du comité scientifique de Blois et qu'elle est ici présente à Blois, pour lui demander si être à Blois, c'est du travail. Est-ce que ça fait partie du travail d'une historienne ? Alors, merci beaucoup, André, pour cette invitation. Je suis vraiment très contente d'être à vos côtés et devant vous. Je commence juste par dire que la plupart des conférences ne sont pas enregistrées, et normalement, il y a un adage qui dit « ce qui se fait à Blois reste à Blois ». Et en particulier ce qui se dit entre historiens et le soir quand on va boire des coups, tout ça. Donc là, c'est une première, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que ce qui se dit à Blois est désormais enregistré pour le podcast d'André Loez, donc il faut faire très attention. Oui, Blois, ça fait partie du travail. Alors, je dois dire que je suis récemment arrivée dans le conseil scientifique, donc très modestement, je participe à la préparation de ces journées. Mais je ne suis pas du tout une cheville ouvrière des rendez-vous de l'histoire, comme d'autres. Ça fait partie du travail au sens où comment dire, ça fait partie peut-être de la partie la plus intéressante et la plus agréable, surtout de notre travail, parce que c'est aussi un plaisir de venir à Blois, c'est la restitution en direction du public, du grand public éclairé, comme disent les éditeurs, justement du travail quotidien, parfois un peu laborieux,
qu'on élabore à la fois dans nos recherches et dans notre travail d'enseignant, parce qu'on est enseignant et chercheur. Et donc, ça fait partie de la diffusion de la recherche. Donc, c'est pour ça que c'est un moment très important pour les historiens et les historiennes blois, puisque c'est ce moment où on va se confronter à nos pairs et puis à notre public potentiel. Donc oui, c'est du travail, mais c'est du travail agréable, alors que je pense qu'on aura l'occasion d'en parler ce matin. Il y a aussi des parties moins agréables dans notre travail. Ces parties moins agréables, il me semble qu'il ne faut pas hésiter à les aborder d'un point de vue qui est à la fois fondamental, mais pas toujours discuté comme tel, c'est la question du marché du travail. Parce que faire de l'histoire, ça peut être évidemment une activité en amateur, en dilettante, mais c'est un métier pour les gens qui sont à cette tribune, c'est un métier pour une communauté professionnelle, et c'est un métier sans doute qui est de plus en plus difficile à exercer, ou en tout cas il est de plus en plus difficile d'entrer. Alors si je me tourne vers Catherine Rido-Kikuchi, qui, sauf erreur, est plus récemment arrivée sur ce marché du travail que nous trois, qui sommes des vieux croutons de l'histoire, est-ce qu'au moment où vous travailliez, où vous faisiez votre thèse, est-ce que c'était une préoccupation, une interrogation de voir à quel point les postes se raréfiaient, la tension pour les recrutements se raréfiait? De quelle manière est-ce que vous avez ressenti ce phénomène d'un blocage ou de difficulté sur le marché du travail de l'histoire? Oui, alors je pense que ça a été une prise de conscience assez progressive en fait, parce que quand j'ai commencé ma thèse, et encore jusqu'à il y a, je sais pas, 6 ou 7 ans, il y avait vraiment un discours ambiant très majoritaire qui consistait à dire si tu t'accroches, si tu fais une bonne thèse, c'est bon, il y aura un poste, quoi. Il faudra peut-être attendre un peu, mais il y aura un poste. Et en fait, petit à petit, ce discours-là a changé. Il existe encore, et je pense que c'est vraiment très très important de dire que c'est un discours qui est faux. Mais petit à petit, on a commencé à entendre le fait que, en fait, non, il y a des gens qui sont très très bons et il y a des gens qui s'accrochent très très longtemps, et les deux à la fois, et qui n'ont pas de poste. Et ça a été une réalisation progressive, je dirais, à partir de la 3e, 4e année de thèse, au moment où en fait on sort de contrat doctoral, donc qui est, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, une période de 3 ans où on est un peu protégé du fait de chercher des contrats pour terminer notre thèse. Et en fait, quand on sort de contrat doctoral, on se rend compte qu'on postule à une quinzaine de postes d'ATER, donc qui sont des contrats d'1 an. Et en fait, on n'a pas toujours de réponse. Et là, ça devient très très concret. Et je pense que c'est effectivement très très important d'en parler, parce que ce discours de en fait, si t'es bon, t'auras un poste, on l'entend en dehors du monde universitaire, on l'entend encore malheureusement de la part d'un certain nombre de collègues qui utilisent ça un peu comme levier en disant fais un cours, ça rajoutera une ligne sur ton CV et ça sera valorisé plus tard. En fait, il faut se rendre compte, et moi c'est une prise de conscience aussi très personnelle. Donc j'ai eu mon poste il y a 3 ans. Donc il y a eu 3 campagnes depuis que j'ai eu mon poste. Si j'avais pas eu mon poste cette année-là, j'aurais pas pu candidater. Enfin, c'est même pas que j'aurais pas eu de poste, c'est juste que j'aurais pas pu candidater. Peut-être il faut expliquer ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les postes qui sont parus ensuite les années suivantes, votre profil ne correspondait pas. On cherchait quelqu'un pour le haut Moyen-Âge dans l'Europe franque, vous avez travaillé sur Venise au XVe siècle, là vous étiez sûr que vous ne l'auriez pas. Oui, tout à fait. Enfin, et puis là, vous citez un profil qui est relativement restreint, mais il y a des profils qui sont plus larges, comme, je ne sais pas, le monde musulman médiéval, donc des profils qui sont évidemment tout à fait légitimes. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des quantités d'excellents candidats qui ne peuvent tout simplement pas candidater à l'université pendant des années et des années. Donc ça permet de relativiser un petit peu le fait que si on est bon, on s'en sort. En fait, non, parfois juste, il n'y a pas de poste, quoi. Étienne Hanem, vous dirigez des étudiants, vous êtes aussi directeur d'édition, donc vous voyez des thèses arriver que vous publiez pour certaines. Est-ce que vous mesurez les effets de ce type de concurrence, de ce type de tension sur le marché du travail sur aussi l'activité intellectuelle de celles et ceux qui font de l'histoire? C'est sûr que la situation qui s'est mise en place, disons, depuis une dizaine d'années, a des effets qui sont des effets d'abord psychologiques, et c'est plus difficile de faire aujourd'hui une thèse et des études d'histoire, sans doute, que ça l'était il y a 20 ou 25 ans. Et puis des effets matériels, consistant par exemple à une professionnalisation plus précoce, liées à des conditions de compétition qui sont plus fortes. Donc en fait, les jeunes chercheuses, les jeunes chercheurs sont incités à publier, organiser, investir dans les institutions de manière plus rapide, parce qu'au fond, ils sont conscients du fait que ça fait partie des éléments sur lesquels ils seront sélectionnés à la fin. Ce qui se modifie aussi beaucoup par rapport à il y a environ 25 ans, c'est corrélativement à la longueur
de temps qui s'écoule entre le moment de la soutenance et le moment du recrutement sur un poste de titulaire, c'est cette zone intermédiaire qui était historiquement très importante dans d'autres pays, surtout les pays anglophones et aussi l'Allemagne, où on est en situation de post-doctorat. Depuis une dizaine d'années, en fait, la zone du post-doctorat s'est considérablement accrue, avec aussi des financements, souvent dans la recherche sur projet, mais pas seulement. Il y a des institutions qui financent maintenant 1 an, 2 ans. Donc, la carrière classique, disons, en France, ressemble davantage maintenant à ce qu'elle était dans les autres pays, c'est-à-dire cette zone dans laquelle souvent d'ailleurs on fait des mobilités internationales, parce que ça aussi c'est un critère qui est important et qui est de plus en plus important, et on passe une partie de son temps en post-doctorat. Alors, ce sas du post-doctorat, il pourrait avoir au fond une fonction vertueuse pendant 1 ou 2 ans, s'il était destiné principalement, par exemple, à l'international. Le problème, c'est qu'en fait, il a surtout une fonction compensatoire liée à la diminution relative du nombre de postes de titulaires. Et c'est ça le vrai enjeu qu'on discute et qui est à l'arrière-plan de cette question du marché du travail. C'est que si on prend les choses sur environ un siècle, si vous voulez, le quotient entre le nombre de postes de titulaires dans l'université par année et le nombre de gens à encadrer dans le système universitaire fluctue. Il a fluctué, il y a eu des moments d'ouverture et de recrutement très forts, et puis il y a eu des moments de raréfaction également. Par exemple, les années 70 ont été des moments d'ouverture liés à une transformation profonde du rôle social de l'université après mai 68. Le début des années 80, et c'est la même chose pour les concours de l'enseignement secondaire, hein, le début des années 80 est un moment plutôt de raréfaction des postes, aussi bien pour l'agrégation par exemple que pour l'enseignement supérieur. Et puis au milieu des années 90 par exemple, c'est plutôt un moment de prospérité en nombre de postes, et cette évolution est allée diminuant progressivement avec une forte inflexion à la fin des années 2000, début des années 2010, qui aboutit à la situation actuelle qui est une situation de ciseaux particulièrement défavorable, avec une croissance démographique des étudiantes et des étudiants à l'université, et puis une diminution assez sensible du nombre de postes de titulaires, qui aboutit à des choses qu'on voit à la dernière rentrée dans les journaux, c'est-à-dire des départements qui, dans toutes les disciplines, sont débordés parce qu'il n'y a plus la possibilité de mettre devant les étudiantes et les étudiants des enseignants. Donc c'est ça, disons, la réalité du marché du travail, c'est-à-dire une conjoncture qui est une conjoncture fluctuante, mais qui, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, est une conjoncture dont la difficulté s'accroît, parce que la question de la place des universités dans le système social et intellectuel français est d'abord une question liée à un sous-financement chronique. Et que là, on en voit les effets de manière particulièrement dramatique. Madame Pignot, on n'a sans doute pas individuellement les moyens de peser très fort sur ce sous-financement chronique. En revanche, ce qu'on peut sans doute faire, c'est réfléchir à des manières de dessiner des liens au sein de notre communauté professionnelle. Est-ce que ça vous paraît important en ce moment, justement, en tant que chercheuse titulaire, eh bien, de ne pas cloisonner entre les titulaires d'un côté et puis les postdoctorants, les vacataires, les collègues du secondaire qui sont en train de faire leur thèse ou qui veulent garder un contact avec le métier de la recherche? Est-ce qu'il y a des manières de faire qui peuvent chercher à être plus inclusives, ou en tout cas à tenir compte de cette situation, effectivement, comme on l'a tous dit, de plus en plus tendue? Oui, c'est fondamental. Et c'est vrai qu'il y a le sentiment qui domine, et je parle, moi j'enseigne à l'université de Picardie, à Amiens, donc c'est une petite université. On est exactement dans la situation décrite par Étienne Anaheim, c'est-à-dire qu'on est peu de titulaires, on croule sous les... on a beaucoup d'étudiants de plus en plus parce qu'il y a une vague démographique, et littéralement, on croule sous les heures sup, donc ça se fait forcément au détriment de notre recherche, puisqu'on a ce double statut enseignant-chercheur. On ne peut pas bénéficier, on peut pas demander, en théorie, on pourrait demander des congés pour recherche un peu réguliers de 6 mois pour retourner aux archives, travailler, mais ça ne fonctionne pas. C'est complètement à sec, quoi. Donc ça devient une espèce de Graal, alors que ça devrait être plus ou moins automatique et ça devrait tourner et tout le monde devrait pouvoir en bénéficier régulièrement. Il y a un problème, je pense, fondamental, qui est que c'est instauré depuis, on va dire, une vingtaine d'années, un système de la prime à l'excellence. Et je ne vais pas cracher dans la soupe, j'en ai bénéficié moi aussi, puisque j'ai eu la chance de bénéficier d'une délégation à l'Institut universitaire de France,
Donc c'était formidable. Je sais très bien ce que je dois à cette institution qui m'a permis, par exemple, de faire l'habilitation à diriger les recherches qui est devenu ce livre ensuite. Mais je sais aussi ce que cette délégation a fait peser sur mes collègues, qui sont également mes amis de l'université d'Amiens, parce que quand j'obtiens ma délégation, c'est pas compensé. Donc du coup, c'est à mes collègues d'assurer mes heures à ma place, enfin les heures que je ne fais pas. Donc du coup, c'est la course aux vacataires. Les vacataires, ce sont nos collègues du secondaire qui viennent faire des heures en plus à l'université, qui sont eux-mêmes tributaires de la réforme du bac, donc de l'explosion des emplois du temps, donc de ne pas avoir de créneaux pour pouvoir venir. Les collègues du secondaire qui ne peuvent plus bénéficier, par exemple, d'une après-midi par semaine, soit pour leur propre recherche, parce que souvent, il y a quand même beaucoup de chercheurs qui sont enseignants dans le secondaire et qui mènent de front les deux activités. Donc, ils ont même plus... Et c'est une espèce de course complètement folle, et y compris pour les jeunes chercheurs, puisque Catherine évoquait les postes d'ATER, donc d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Et là, depuis quelques années, il y a un nouveau statut qui est arrivé. Alors, dans les universités, en tout cas, moi, je sais que chez nous, on refuse absolument de recruter sur ce statut-là, mais c'est les ATE, attachés temporaires d'enseignement. Donc là, on recrute des jeunes chercheurs, on sait qu'ils sont doctorants, mais on leur fait faire 384 heures d'enseignement, c'est-à-dire un service de Prague, de professeur agrégé à l'université. C'est démentiel, en fait. C'est fou. Et pour vous, moi j'ai eu la chance tu disais on est des vieux croutons, ben voilà, c'est le seul avantage de prendre de l'âge, c'est que nous on a encore bénéficié de la fin de l'ancien système. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir une allocation de thèse, et puis ensuite j'ai eu des postes de demi-ATER. Alors c'est sûr qu'en termes de salaire c'était pas énorme, mais ça donnait une liberté, c'est-à-dire que je faisais un semestre d'enseignement, puis après j'avais un semestre pour continuer ma thèse, finir ma thèse dans des bonnes conditions. Je serais intéressée de savoir comment ça se passe dans ton université, mais je sais qu'à Amiens, par exemple, c'est terminé. Ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a plus de demi-ATER. Parce qu'on est passé à l'autonomie des universités depuis 2008, que les universités sont autonomes financièrement et qu'un demi-ATER, 2 demi-ATER, ça coûte plus cher qu'un ATER plein. Donc, du coup, il n'y a plus de demi-ATER. Donc, les jeunes chercheurs et le poste d'ATER, qui est quand même pas non plus, je vois Mathieu dans le public, c'est quand même pas le statut le plus fou qui soit. Hein. C'est pas non plus, vous n'êtes pas le roi du pétrole. Mais même le poste d'ATER, ça devient une espèce de Graal pour les jeunes chercheurs. Donc, c'est une... je pense qu'il y a... Et c'est le lien avec le secondaire que tu soulignais, André, est vraiment... je pense qu'il est très lié. C'est-à-dire que c'est les réformes de l'université qui vont de pair avec les réformes de l'enseignement secondaire et notamment la réforme du bac et la mise en place de Parcoursup, précarisent, il faut que le mot soit prononcé, précarisent très fortement la recherche. Les jeunes chercheurs obligent les jeunes chercheurs à être dans une espèce de course à l'échalote de l'excellence au détriment souvent de leur santé physique et de leur santé psychique parfois. Et c'est un constat qui est assez sombre et dont nous, titulaires, nous sommes un peu protégés, mais dont nous avons très fortement conscience. Catherine Rido-Kikuchi, sur ces postes et cette manière de gérer la pénurie dans votre université? Oui, alors c'est exactement la même situation, c'est-à-dire que des postes de demi-ATER, je n'en ai jamais vu dans mon université depuis que je suis là, et je pense que ça fait un moment qu'il n'y en a plus. On a la chance d'avoir encore quelques postes d'ATER, donc c'est-à-dire un contrat qui permet normalement à la fois de faire de la recherche et de l'enseignement, et donc pas encore ces fameux contrats qui effectivement sont un scandale et sont vraiment une manière de pressuriser au maximum en fait les jeunes chercheurs qui sont en recherche de poste et qui malgré tout continuent à faire de la recherche même si leur contrat en fait à l'extérieur du monde universitaire, c'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans un système de tension entre une hétéronomie qui est très largement celle du consensus sociopolitique de la France, disons, du début des années 2000-2010, et d'un autre côté, une conception de l'autonomie, du savoir et de sa transmission. Et c'est là-dessus qu'il y a un effet. Et quand je dis consensus, c'est parce que, en fait, une grande partie de la situation de l'université s'est construite tout à fait indépendamment des alternances politiques. C'est-à-dire qu'il faut bien regarder en face les choses. Il y a un consensus global de la société à l'égard de l'acceptation d'un degré de paupérisation et d'auto-aliénation du monde de l'enseignement supérieur.
Merci Étienne de porter ce diagnostic sur le présent, et tout en nous ramenant à l'idée médiévale et à l'origine médiévale, en pensant à Jacques Verger, de la naissance des universités. C'est évidemment important de le redire. Je voudrais qu'on aborde un autre enjeu, qui est un enjeu qui me paraît de plus en plus discuté et important dans la conscience collective du métier. C'est l'enjeu du rapport homme-femme au sein du métier, au sein de la profession. Il y a 3 ans à Blois, un manifeste était publié, un manifeste des historiennes qui disait « Sortons du Blois et faisons en sorte que la domination masculine en histoire cesse ». Alors c'est quelque chose qui a pas mal fait discuter. 3 ans après, on peut peut-être essayer de dresser un bilan, de se poser la question de comment fonctionne le rapport homme-femme ou la domination masculine au sein du métier. Alors moi j'ai fait il n'y a pas longtemps un petit comptage à partir des données publiques transmises par le ministère sur les universitaires en poste, en section 21 et 22, c'est-à-dire de l'histoire ancienne à l'histoire contemporaine. On a comme personnel titulaire, au premier niveau du titulaire, c'est-à-dire maître de conférence, on a 570 hommes et 571 femmes, donc on est quasiment à égalité, ce qui d'ailleurs est peut-être une égalité trompeuse dans la mesure où il faudrait voir dans les effectifs étudiants, est-ce qu'il n'y a pas peut-être plus de filles que de garçons dans les études littéraires, c'est souvent le cas, en tout cas la question mérite d'être posée. En revanche, à l'échelon supérieur, celui du professeur d'université, et bien là, on a pour l'instant 440 hommes titulaires, 207 femmes titulaires. Alors Manon Pignot, quel regard vous portez sur cette situation ? Alors, je dois dire, la première chose, c'est que je pense que Sortons du Blois, j'avais été signataire avec d'autres de ce manifeste. Je ne sais pas si c'est Sortons du Blois qui a eu des effets, mais en tout cas, on voit les choses changer. Moi, je constate, et je m'en réjouis, depuis maintenant plusieurs années, une plus grande attention à la composition des comités de rédaction dans les revues, à une plus grande attention portée à la parité dans ces comités de rédaction. J'ai siégé pendant 3 ans au Centre national du livre dans la commission sciences humaines et sociales. Donc, le Centre national du livre donne des subventions aux éditeurs. Les éditeurs déposent des dossiers pour demander des subventions pour publier les livres, et donc le Centre national du livre expertise ces demandes. Il y a des commissions par discipline et attribue donc des aides à la publication, des aides à la traduction. Et donc c'était une expérience très intéressante. Enfin, un autre travail invisible dont on parle, ça se fait en plus, bien sûr, on n'est pas rémunéré évidemment, mais bon, c'est pas non plus très prenant, c'est 3 sessions par an, enfin c'est quand même, mais c'est passionnant, c'est passionnant parce qu'on voit une espèce d'état des lieux du monde éditorial, donc on voit tous les livres qui vont sortir, etc. C'est vraiment très intéressant, et notamment les revues, parce que les revues scientifiques sont très largement subventionnées pour pouvoir continuer d'exister, et c'était vraiment très intéressant de voir les discussions au sein de cette commission du CNL et cette attention portée au fait qu'il fallait encourager les revues à féminiser leur comité de rédaction, à essayer d'équilibrer un peu. Alors, il ne s'agit pas que ce soit une espèce de parité, vous voyez ce que je veux dire, quand on fait un numéro spécial sur tel thème, et s'il y a 3 spécialistes et que les 3 spécialistes sont des hommes, on ne va pas ne pas publier ces hommes sous prétexte qu'ils sont des hommes, évidemment. Pas tomber dans la caricature. Mais voilà, porter quand même... Et c'est quelque chose qu'on voit à tous les échelons, dans les organisations des colloques, etc. Bon, vraiment, ça, moi, je trouve qu'on sent les choses changer. Mais c'est vrai qu'il reste un plafond de verre encore à l'université. Alors, je suis très intéressée par ces chiffres parce que moi, j'avais des chiffres plus anciens et qui concernent toutes les disciplines universitaires, pas seulement l'histoire, qui sont des chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur qui datent de 2012, donc c'est un peu ancien. Mais le ratio... pour le rang de professeur, le ratio homme-femme, c'était 80% d'hommes, 20% de femmes. Alors effectivement, en histoire, ce ratio était plus proche de ça il y a 10-15 ans, et il a tendu à se réduire. Et sur ces 20% de femmes, encore une fois, toutes disciplines confondues, la moitié, 50% de ces 20% avaient un enfant ou plus. Je pense qu'on pourra peut-être aborder l'action de la maternité après. C'est évident. Alors, le métier s'est féminisé. Et on le voit bien au sein des maîtres de conférences. Chez nous, à Amiens, je pense qu'il y a quasiment plus de femmes maîtres de conférences que d'hommes. Mais ça va, je pense, de pair avec une forme de précarisation du métier, ou en tout cas de délégitimation du métier. Mais c'est vrai qu'il y a un plafond de verre, et ce plafond de verre, c'est l'habilitation, en fait. Pourquoi ? Parce que l'habilitation, qui est un peu comme une sorte de seconde thèse, demande un investissement en temps que parfois...
sans doute les femmes ont plus de mal ou plus de difficultés à mobiliser que les hommes. Donc on voit... Surtout à un moment de leur carrière, parce que généralement l'habitation c'est autour de 40 ans, voilà. où beaucoup ont des enfants. Voilà. Et donc on revient sur ces questions des congés pour recherche ou des délégations qui sont très difficiles à obtenir et qui entretiennent une espèce d'esprit de compétition à l'intérieur des départements ou à l'intérieur des universités qui ne sont pas très agréables. Et c'est vrai que voilà, c'est sans doute plus difficile pour une femme que pour un homme d'habiliter encore aujourd'hui. Et donc on en voit là. Voilà. Mais par exemple, dans les comités de sélection pour élire soit les maîtres de conférences, soit les professeurs, désormais, les comités de sélection sont paritaires. Et ça, je crois que c'est vraiment c'est obligatoire. Enfin, ce qui donne lieu à quand même à des situations assez cocasses. C'est-à-dire que pour les comités de sélection, pour élire un maître de conférence ou une maîtresse de conférence, donc c'est moitié homme, moitié femme, voilà, on n'a pas trop de mal. Pour constituer des comités de sélection pour élire des professeurs, il faut trouver 50% de femmes professeurs. Et donc, évidemment, je ne vous dirai pas qui, mais ça m'est arrivé d'entendre me dire « Tu ne connais pas une femme prof parce qu'on cherche une femme prof pour mettre dans le comité de sélection ». Voilà. T'as pas. Et donc on donne des noms, on dit oui, mais elle en a déjà 4 des comités de sélection. Parce que vous voyez ce que je veux dire, c'est que comme elles sont pas non plus taillables et corvéables à merci, les femmes professeurs. Donc il faut en trouver, voilà. Et on voit quand même. Qui est celui du travail d'éditeur. C'est certain que le travail d'éditeur fait partie des grands plaisirs. Et je dirais, c'est un plaisir le travail d'éditeur parce que on travaille à plusieurs. Et que enseigner, c'est aussi un plaisir, y compris quand on le fait dans des équipes pédagogiques. Un des grands plaisirs en fait de ce travail, et c'est peut-être paradoxal quand on le voit de l'extérieur et qu'on a le sentiment d'une certaine solitude professorale quand on est en chaire ou dans des bibliothèques ou dans les archives, un des grands plaisirs de notre métier, c'est sa dimension collective. C'est aussi ce qui permet de faire circuler de l'amitié, de la résistance dans un certain nombre de cas. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est essentiel dans ce qu'on dit. Alors vous voyez, ce qu'on essaye de décrire, c'est ce paradoxe, disons, des métiers à vocation ou à passion, où en même temps, c'est parfois cette vocation, cette passion qui crée, y compris avec notre propre responsabilité. C'est-à-dire, je ne voudrais pas que vous sortiez d'ici en ayant l'impression qu'on se plaint beaucoup et qu'on est persécuté par les pouvoirs publics. C'est vrai que la situation est politiquement difficile, mais c'est vrai aussi que nous sommes parfois responsables de notre situation. Et alors moi, je suis bien placé pour parler des formes de responsabilité dans le domaine du surtravail et de l'auto-aliénation, qui est quelque chose qui peut m'arriver assez régulièrement. Mais donc il y a un travail de conscientisation de ça qui passe entre autres effectivement par ce type de discussion. Et la frontière est souvent très ténue, quoi, disons, entre ce qu'on aime et ce qui se retourne contre nous. Et je pense que c'est important de le dire. C'est important aussi de dire que parfois, même quand on aime beaucoup ça, même quand tout fonctionne bien, il y a des formes de souffrance et qu'il faut faire attention, mais qu'elles peuvent se retourner dans des formes de satisfaction. Et je crois que la question de la transmission, qu'elle soit écrite quand on écrit soi-même un texte, quand on publie le texte d'une collègue ou d'un collègue, donc on trouve qu'il est formidable, ou quand on enseigne, cette question de la transmission, et donc de la transmission, mais pas au sens, si vous voulez, le plus traditionnel du terme, précisément de la transmission de quelque chose qui nous semble important, parce que pour une part, il incarne dans la société aussi une forme de pensée critique. Je crois que c'est ça aussi qui est essentiel dans le travail au quotidien. Catherine Rideau-Kikuchi. Oui, alors pareil, je vais prendre peut-être un exemple à la fois dans mon expérience d'enseignante et dans mon expérience de chercheuse. Je pense que dans mon expérience d'enseignante, alors effectivement, les retours des étudiants, même plusieurs années après, c'est vraiment un très grand bonheur, mais je pense que mes plus grands moments de bonheur et de satisfaction quand j'enseigne, c'est les cours qui déraillent. Donc on a un cours vraiment avec un plan 3x3 parties, tout est hyper cadré, et puis à un moment donné il y a une question d'un étudiant ou d'une étudiante, et en fait ça part en vrille parce que en fait la discussion commence à se faire. Alors bon, pas forcément, enfin c'est pas une discussion sur qu'est-ce que vous avez mangé ce midi, quoi. Évidemment, c'est une discussion sur les concepts qu'on a utilisés et puis quelle implication ça a.
quelle implication ça a aussi plus largement dans la société. Donc parfois on quitte l'époque médiévale et on essaye de s'interroger sur des questions plus vastes. C'est des choses qui me sont parfois arrivées sur un cours que je donne depuis quelques années sur étrangers et migration au Moyen-Âge. Je pense que vous imaginez toutes les connotations sociales et politiques contemporaines qu'il peut y avoir. Et j'ai eu quelques cours comme ça où j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu, mais c'était fantastique. Parce que justement, il y avait cette discussion et cet échange vraiment intéressant avec les étudiants et les étudiantes. Donc voilà, ça c'est une part hyper importante de notre métier, et effectivement dans la transmission, dans le dialogue. Et puis en fait, j'aimerais aussi terminer sur le fait qu'en tant que chercheuse, probablement que les moments de grande satisfaction, c'est aussi des moments de solitude et de prise de temps. Parce qu'en fait, c'est ça aussi notre métier de chercheuse et de chercheur. On en a peu parlé, parce qu'on a beaucoup parlé de l'institution, mais quand on fait de la recherche, c'est aussi parfois, pas seulement bien sûr, mais c'est aussi parfois être seul face à ses sources, face à ses questions, et de pouvoir prendre du temps pour se les poser. Et ce temps aujourd'hui, c'est du luxe, parce que justement, comme on l'a dit, en fait, on a peu de temps pour le faire. Mais quand on arrive à dégager ne serait-ce qu'une, 2 semaines pour vraiment se plonger complètement dans sa recherche, chose qu'on fait donc trop peu souvent, c'est parfois de grands moments de bonheur, même si très solitaires. Il me reste à vous remercier sincèrement tous les trois, parce que c'était un échange moi, que j'ai trouvé très intéressant et voilà, qui reflète à mes yeux ce qu'on essaie de mettre en pratique, c'est-à-dire ces formes de partage, d'écoute qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et puis évidemment, à ouvrir la discussion avec la salle pour des questions, mais aussi pour des échanges, pour des compléments. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule, mais sinon on pourra vous entendre et répondre. Alors sur ces autres tâches qui ajoutent finalement au temps qui nous manque parfois, la rédaction manuelle ou la traduction, c'est vrai qu'on avait reçu Jacques Dallarin avec beaucoup de plaisir pour parler de son travail magnifique de traducteur. Catherine, vous avez coécrit un manuel, alors peut-être que vous voulez en dire un mot ? Je ne l'ai pas coécrit, enfin, on l'a co-dirigé à 3, et puis il y a une vingtaine d'auteurs, donc voilà, c'est vraiment un travail collectif, mais effectivement qui prend du temps pour les auteurs, pour les directrices. Voilà. Alors je pense que ça rentre vraiment dans ce que Étienne disait tout à l'heure, c'est-à-dire la transmission. Ça fait partie de cet aspect-là de notre métier, mais qui sont effectivement relativement peu valorisés, qui nous apportent beaucoup de satisfaction. Enfin là, pour le coup, vraiment, ça fait partie de ces tâches qui sont longues, chronophages, mais en même temps, voilà, si ça marche, à la fin, on est vraiment très, très heureux. Et à la traduction, j'en ai pas d'expérience, mais effectivement, on a un certain nombre de collègues qui se dédient aussi à ce genre de travaux, qui sont essentiels pour la vie scientifique, évidemment. Et je pense que ça rentre vraiment dans cet aspect de transmission et de dialogue, même indirect, en fait, avec les étudiants et avec le public. Je me permets de rebondir sur votre question pour peut-être demander à mes collègues qui sont à côté de moi, qu'est-ce qu'on ferait si on avait plus de temps ? Est-ce qu'il y a des formes ? Est-ce qu'il y a des tâches où vous dites, ça, j'ai pas le temps de le faire, mais dans un petit coin de ma tête, je me dis que j'aimerais bien le faire. Aller aux archives, par exemple, tu veux dire Moi, si j'avais un peu plus de temps, c'est la première chose que je ferais. J'ai toute une petite pile de dérogations que j'avais demandées il y a quelques années. Donc, je sais, il y a des archives qui m'attendent. J'ai obtenu les dérogations, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps d'y aller. Voilà. Bon, là, en plus, il y avait eu le Covid, donc ça a été compliqué. Mais non, mais c'est sûr que c'est investir davantage dans le travail collectif, comme le disait Étienne, dans le travail des revues, etc. Mais c'est assez exaltant. Mais il faudrait des journées de 48 heures.
Étienne, si les journées n'avaient pas 24 heures, mais 28, 32 ou 36? Déjà, on pourrait faire tout ce qu'on fait, mais essayer de le faire mieux. Parce qu'un des aspects frustrants, mais bon, dans beaucoup de métiers, on parle de nous là, mais ce qu'on dit, ça existe dans des secteurs entiers de la fonction publique. Il y aurait des gens en situation bien plus dramatique. On parlerait de l'hôpital, ça serait la même chose, en beaucoup pire et en beaucoup plus crucial pour la société. Mais disons, si on pouvait faire les mêmes choses, mais sans avoir l'impression d'être toujours dans la précipitation, et donc par exemple, quand on prépare un séminaire, quand on écrit un article, déjà, ça, ce serait quelque chose d'assez bien. Ensuite, par exemple, je pense que du point de vue de l'équilibre entre enseignement, administration et recherche, ce serait intéressant d'avoir un peu plus de temps pour la recherche, pour aller dans des archives, dans des bibliothèques, voir des gens, et puis un peu plus de temps aussi pour l'écriture, parce qu'une des choses qu'on peut regretter, c'est qu'il y a une demande de livres. Alors, moi, j'écris surtout des articles, donc je suis bien placé pour en parler, mais il y a une demande de livres, et c'est souvent les livres qui, je dirais, sortent de la sphère universitaire pour irriguer un espace public un peu plus large. Or, ces livres, on a du mal à les écrire, alors qu'à côté, on voit bien dans l'édition d'histoire en général que le marché est très largement envahi par toute une série de gens qui ne sont pas forcément historiens de métier, mais qui écrivent sur l'histoire. Et par exemple, moi je trouve dommage, et a fortiori en tant qu'éditeur, que beaucoup d'enseignants et d'enseignantes de l'université, mais aussi du secondaire qui font de la recherche, n'aient pas plus de temps pour écrire ce qu'ils ont à écrire et le faire lire à un grand public cultivé qui, je crois, pourrait être intéressé par ces travaux, plutôt que de lire des gens dont précisément ça n'est pas le métier et qui se substituent. Enfin, il y a un effet de mauvaise monnaie qui chasse la bonne dans la production historiographique comme dans les mécanismes monétaires. Et ça fait partie, alors peut-être que c'est en tant qu'éditeur que je dis ça, mais ça fait partie des petits points de frustration. Il y a beaucoup de collègues à qui j'ai déjà essayé de demander des livres et puis en fait qui n'ont pas le temps d'écrire ce qu'ils pourraient ou devraient avoir à écrire. D'autres questions? Parce que moins exposé en région parisienne au sens général, c'est en fait le problème de territorialisation qui peut s'entraîner dans certaines universités, des petites universités, je parle pour le centre de la France en tout cas parce que je connais, où on arrive à des situations absolument dramatiques, où on a par exemple plus que, si je prends l'histoire médiévale, un professeur d'université en fin de carrière, puisqu'il est professeur d'université, et donc des problèmes qui vont se poser à la fois pour l'encadrement des thèses, parfois la réalisation de master, et l'autre problème aussi, c'est la question de la préparation des concours. Et je pense que les résultats en fait, à l'évaluation montrent très bien ces problématiques-là, avec en plus une concurrence entre superstructures et des petites universités qui portent le projet parfois à un ou deux collègues. Alors la question, hein, je le redis comme ça va être enregistré, la question donc porte sur les déséquilibres territoriaux et une forme de centralisme de la région parisienne dans son ensemble qui tend à écraser un certain nombre d'autres structures, notamment des universités de province dans lesquelles il peut y avoir un seul collègue sur une discipline, l'histoire médiévale ou l'histoire ancienne, et du coup une question qui se pose pour la pérennité des étudiants qui sont encadrés, pour la pérennité tout simplement de ce secteur. Alors je précise quand même que tout le monde n'enseigne pas en Ile-de-France à cette table. Manon, vous êtes à l'Université de Picardie-Jules Verne. Vous voulez peut-être répondre à cette question? Oui, absolument. On est dans la même situation. Cette année, par exemple, il a fallu... c'est compliqué, par exemple, pour les collègues de la période moderne, de dégager des heures pour assurer les heures de CAPES. Parce qu'elles sont tellement surchargées avec la licence et le master, etc., qu'il faut trouver les heures pour faire le CAPES en plus, parce qu'on n'a pas parlé de la question des enfants, mais voilà, quand c'est des femmes et qu'elles ont des enfants et des charges de famille, etc., bon, voilà, les journées ne sont pas... On l'aimerait, mais les journées ne sont pas extensibles. Et la capacité de physique et psychologique et intellectuelle de produire du cours n'est pas extensible non plus. Donc oui, il y a très clairement, je pense que ce fossé a toujours existé entre les grandes universités
pas seulement d'ailleurs de la région parisienne, les grandes universités des grandes villes, des grandes métropoles, et puis les universités secondaires, on va dire, qui sont toutes nées. Enfin, je parle pour Amiens. Amiens, c'est typiquement c'est campus 1969, quoi. C'est toutes ces universités secondaires qui ont fleuri après 68 pour accueillir la masse démographique des étudiants. Et là, bon, il y a toujours eu un fossé entre les grandes et les moyennes, on va dire, pour pas dire petites. Mais je pense que ce fossé, il s'accroît très clairement. Et que, je vous donne un exemple. Quand je suis arrivée à Amiens, j'étais encore chargée de cours. Donc il y a un petit moment maintenant, on préparait l'agrégation. Et on ne prépare plus l'agrégation d'histoire à Amiens, par exemple. Donc, quand on a des très bons étudiants, on leur dit maintenant, oui, vous avez vraiment les capacités pour préparer l'agrégation. On les envoie à Lille, on les envoie à Paris, mais nous, on ne prépare plus l'agrégation d'histoire. Et puis, de toute façon, le nombre de postes à l'agrégation a tellement diminué. Je dis souvent aux étudiants, si je repassais l'agrégation cette année et que j'obtenais le même rang que j'avais eu quand je l'ai passé en 2001, et j'aurais pas l'agrégation. Voilà. Parce que le nombre de postes a été divisé de moitié en 20 ans, de moitié. Et donc, les postes à l'agrégation, ils sont trustés par les ENS, par Sciences Po, enfin très largement, massivement. Et donc, c'est évident, qu'il y a les universités secondaires qui sont pourtant extrêmement importantes parce qu'elles assurent un maillage universitaire de notre territoire et qu'elles assurent une forme de mixité sociale, de permettre l'accès aux études supérieures aux étudiants du territoire français dans son intégralité. Il y a quand même un moment donné où en fait cette illusion que tout le monde a accès aux mêmes études, en fait elle se fracasse. Pour avoir un bon dossier, pour préparer un dossier de thèse, passer un CDU, et ensuite on se retrouve avec parfois le cul entre deux chaises, entre soit l'enseignement où on nous dit va falloir choisir entre les deux, et ça complique en plus le problème. On pense s'en sortir et en fait. Oui, le problème est redoublé, je reprends ce que vous dites, par le fait qu'une fois qu'on a passé les concours et qu'on devient enseignant, c'est pas toujours simple de continuer la recherche, parce que parfois il y a un proviseur qui ne veut pas vous autoriser d'aller participer à un colloque et de rattraper vos heures un autre jour, une autorisation de cumul qui n'est pas donnée. Un rectorat qui ne donne pas le détachement. Un rectorat qui ne donne pas la dispo, le détachement pour... ça arrive quand même tout le temps. Et malgré des mobilisations, parfois c'est des situations très compliquées. Donc là, on voit que quand une bureaucratie, déjà c'est dur, quand deux bureaucraties s'y mettent, souvent ça devient un peu cauchemardesque. Alors que nous, dans le même temps, quand on a des aspirants thésards, on leur dit, enfin moi je sais, j'en ai parlé avec d'autres collègues, d'autres universités parisiennes ou pas parisiennes, on leur dit voilà, ils ont un excellent M2, visiblement les capacités à la fois intellectuelles, pour faire une thèse, etc. Mais on leur dit, mais moi, je ne prends pas la responsabilité d'envoyer un jeune ou une jeune chercheur commencer une thèse sans parachute, sans assurer les arrières, puisque, en théorie, pour devenir maître de conférence, il faut être docteur en histoire. Sauf qu'en pratique, il faut être docteur en histoire et avoir passé un concours de l'enseignement et en fait avoir passé l'agrégation, parce que même avec le CAPES, c'est compliqué. Pour l'histoire contemporaine, sur un profil de poste mis au concours de maître de conférence, un profil un peu généraliste, il y a 250 dossiers. 250 dossiers de docteurs. Et donc, dont plus de la moitié ont le CAPES ou l'agrégation. Donc, c'est une concurrence qui est voilà. Donc quand un jeune étudiant qui vient d'avoir son M2 se dit moi je voudrais faire une thèse, etc. Alors déjà il y a la question d'obtenir une allocation de thèse pour financer cette thèse, qui n'est pas une mince affaire, mais il y a une responsabilité pour nous, je dirais presque morale, de dire mais est-ce qu'on encourage un étudiant qui n'a pas passé le CAPES ou qui n'a pas passé l'agrégation à se lancer dans une thèse de doctorat, parce qu'une fois qu'il aura cette thèse, voilà.
est-ce qu'une thèse de doctorat, ça fait manger? Ça remplit le frigo? Ben non, en fait. Donc, où est-ce qu'on... Et je n'ai pas de solution. C'est un vrai dilemme auquel on est confronté, nous, à plus forte raison dans des petites universités, parce que des aspirants au thésard, on n'en a pas tout le temps. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on tue l'espoir dans l'œuf? Mais c'est quand même très déprimant. Est-ce qu'on les incite à passer les concours tout en sachant que ça ne sera pas du tout une garantie d'avoir un poste et qu'en plus ils vont se retrouver, comme disait André, face à une autre bureaucratie qui ne va pas leur accorder de détachement, qui ne va pas leur accorder... C'est vraiment c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Une autre question, oui. Dans ce cas-là, avec tout ce manque de postes à la fois dans le secondaire et dans le supérieur, qu'est-ce qui reste aux étudiants comme moi qui sont actuellement en M2 par exemple? Qu'est-ce qu'on fait après? Non, c'est une super bonne question et en fait je rejoins assez Manon. Nous, face à nos étudiants, on est très démunis face à justement en tout cas les étudiants qui veulent continuer dans l'enseignement et ou la recherche. Je pense qu'il faut être extrêmement honnête en fait. Il faut jouer carte sur table. Il faut dire voilà, si vous faites une thèse, en fait, c'est pas pour avoir un boulot après. Voilà, moi, c'est ce que je dis à mes étudiants et de façon peut-être un peu brutale, mais je pense que c'est important et c'est important aussi de montrer tous les problèmes qu'il peut y avoir dans l'éducation nationale pour avoir des postes, mais aussi après quand on a un poste voilà, sur place. Après, ceci étant, et pour continuer sur une note un peu plus positive, en fait, après un master recherche ou après une licence d'histoire d'ailleurs, en fait, il y a plein de masters pro qui recherchent les compétences de gens qui ont fait de la recherche en histoire ou qui ont fait une licence d'histoire. Que ce soit dans la médiation, que ce soit en master archive, on en a des représentants ici. Bibliothèque, voilà. Donc c'est d'autres métiers pour lesquels il faut souvent 1 ou 2 années de formation en plus, donc ça pose aussi des problèmes financiers, hein, ça on est bien d'accord. Mais en fait, il y a des débouchés qui existent en dehors, parce qu'en fait, il y a pas mal de métiers qui recherchent les compétences des historiens et des historiennes. Je nuancerais juste un tout petit peu en disant que, à mon sens, il y a une différence entre les blocages, le goulot d'étranglement pour l'accès au poste de titulaire dans le supérieur et pour l'accès au poste d'enseignant, dans la mesure où devenir enseignant, c'est compliqué parce que les postes sont rares, mais il y en a quand même plus quantitativement. Et surtout, c'est plus immédiat, c'est-à-dire que la réussite, l'échec au concours, bon, on peut y passer 1 an, 2 ans, parfois 3 ans, mais d'une certaine manière, il y a une immédiateté qui fait qu'on sait si ça marche pas. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on a fait 5 ans de thèse, 3 ans de postdoc, où là, il y a quelque chose qui est, à mon sens, plus douloureux et plus compliqué à envisager. Donc il faut quand même dire aux gens qui sont en master 1, master 2 et qui passent les concours que des postes, il y en a moins, mais il y en a quand même, et que ce sont des carrières qui sont faisables avec leurs difficultés, hein, qu'il ne faut pas sous-estimer, liées aux réformes, liées aux conditions matérielles, liées à qui sont les élèves aujourd'hui, comment ils fonctionnent, etc. Il y a plein de choses qui sont difficiles, mais c'est un métier qui reste beau et faisable, avec ces réserves qu'on a dites. Et qui n'empêche pas forcément de faire de la recherche. André Loez en est l'exemple vivant. Mais non, mais c'est vrai. Mais il faut faire sa thèse pendant les vacances. Par
Je ne sais pas qui voudrait répondre sur cette idée que finalement l'éloignement de certains lieux intellectuels, notamment parisiens, rend l'accès à des séminaires, à des soutenances, à une série de choses compliquées, et que paradoxalement, effectivement, les années Covid ont permis parfois de se connecter pour assister à tel ou tel colloque, telle ou telle réunion. Est-ce qu'il y a des choses là qui, malgré tout, ont été vertueuses, qu'il faut éventuellement pérenniser, ou comment on fait communauté dans le métier, y compris de façon distante? Je n'ai pas de réponse générale, c'est une question très importante et effectivement, qui d'ailleurs peut même se réfracter en des sous-ensembles parce qu'il y a des gens qui vivent ou qui travaillent en région parisienne mais qui travaillent sur des parties de la France qui ne sont pas du tout celles dans lesquelles ils vivent, ce qui est plutôt mon cas pour le sud de la France, voire qui travaillent beaucoup sur des espaces étrangers et donc qui se retrouvent eux-mêmes pris dans des communautés assez complexes, et vous faites bien de le dire. Alors, depuis 2 ans, on a appris à se servir autrement de toute une série d'outils. Moi, j'ai la même expérience que vous de l'autre côté, c'est-à-dire qu'en faisant tous mes enseignements à l'EHESS en ligne, j'ai découvert de nouveaux publics qui suivaient mes séminaires alors qu'ils ne pourraient pas le faire physiquement parce qu'ils sont ou bien dans une multitude de régions françaises ou bien à l'étranger. Alors, une des choses que j'espère, mais on va voir si ça fonctionne, c'est que par exemple dans le nouveau bâtiment où mes collègues et moi allons enseigner, il y a normalement des salles qui sont équipées nativement pour faire de l'hybride, et donc arriver à enseigner à la fois à des gens qui sont là devant nous, parce que c'est quand même notre métier et que c'est quand même ça qui est très important, de voir des vrais gens et qu'on en a pour certains pas vu depuis longtemps. Mais inversement, de pouvoir faire en même temps séminaire en ligne pour que les collègues qui le souhaitent, je dis les collègues parce que à distance, ce sont plutôt des collègues qui se sont connectés, ou bien effectivement de grandes villes de province ou bien de l'étranger, et arriver à continuer à avoir cette double interaction, et je trouve que ce serait formidable. Mais après, il va falloir déjà que j'apprenne à me servir du dispositif de la salle, ce qui va être un premier pas. Je crois qu'il y avait une question de Madame Devant. Alors, moi, je suis enseignante depuis 30 ans dans le secondaire et je ne peux que constater que le travail administratif s'est également alourdi pour nous, que la réforme du bac, notamment avec les E3C devenus maintenant EC, ça a été une charge de travail considérable. Et il est vrai que certains collègues, de fait, par manque de temps, n'ont peut-être pas évalué comme ils l'auraient souhaité. Et je voudrais quand même signaler qu'on manque de professeurs remplaçants. Voilà. Et que je me dis que peut-être une alerte pour vous par la suite, parce qu'aujourd'hui, beaucoup se détournent. Et quand vous conseillez à cette demoiselle d'autres métiers, j'ai bien l'impression que beaucoup, effectivement, considèrent que le métier d'enseignant est devenu, à différents égards dans la société, bien compliqué, bien difficile. Et que peut-être on est en train d'annoncer peut-être, ce que je ne souhaite pas, hein, évidemment, mais peut-être des prémices de ce qui pourra toucher le supérieur par la suite dans votre idée. Merci pour ce témoignage. C'est vrai qu'on ressent, je pense tous et toutes, ce paradoxe d'avoir énormément de bonne volonté, de compétences, de gens brillants et de gens motivés qui veulent faire des choses intéressantes, et puis d'être face à des structures qui, pour plein de raisons, ne permettent pas complètement à ces possibilités de s'épanouir, ou découragent des gens. On connaît, je pense tous et toutes, des collègues qui auraient pu s'épanouir dans nos métiers, soit dans le secondaire, soit dans le supérieur, et qui l'ont pas fait, sont partis, ont arrêté, ou ont un peu mis en veille leurs activités parce que les choses devenaient trop compliquées. Donc ce paradoxe-là, je pense qu'on est vraiment nombreux à le ressentir. Donc merci de le partager, effectivement, de ne pas oublier que je pense sincèrement qu'on forme une même communauté secondaire, supérieure, et que beaucoup on est passé par ces différentes étapes, et que les problèmes doivent être pensés ensemble.
Alors c'est une excellente question. Est-ce que quand on est spécialiste d'un sujet, on peut ressentir de la lassitude pour ce sujet? Alors il y a ici à cette table 2 personnes qui ont beaucoup travaillé sur la Grande Guerre et qui peuvent sans doute témoigner d'une forme de lassitude, notamment parce que le centenaire de la Grande Guerre a été un moment très intense où là encore on ne va pas cracher dans la soupe. On était très content d'être invités, de pouvoir aller à Prague, présenter nos recherches aux États-Unis. Il y a eu des choses formidables, des occasions de discuter formidables. Et puis aussi, il faut bien le dire, un petit peu lassant. Donc moi, j'ai personnellement tourné cette page de la Première Guerre mondiale. C'est pas forcément le cas pour Manon, voilà, mais en grande partie, voilà. Donc oui, et heureusement qu'il est possible de se réinventer, même si là aussi, des formes d'inertie, notamment des périodes, le fait qu'on est contemporanéiste, moderniste, médiéviste, etc., ce sont des inerties, des découpages hérités qui rendent peut-être plus difficile des formes de réinvention ou de parcours, ou de bifurcation. Mais je pense que c'est une question qui se pose, et pas seulement à nous deux, Grande Guerre, mais qui peut se poser évidemment à Étienne et à Catherine. Oui, alors je pense que la question de la spécialisation, effectivement, c'est une très bonne question, donc merci de l'avoir posée, mais en fait, il y a un certain nombre de moyens qui permettent de contourner, c'est-à-dire que, bon, déjà l'enseignement, comme le rappelait Étienne, en fait, souvent on enseigne des choses qui ne sont pas directement notre cœur de spécialité, et ça, je trouve que c'est vraiment très important, en fait, pour garder justement un peu un œil ouvert sur tout ça. Il y a toutes les activités de diffusion, là encore vraiment au sens large, qui permettent aussi de s'intéresser en fait à des choses extrêmement variées et qui ne touchent pas forcément notre domaine de spécialité précis. Et puis voilà, il y a des moyens de changer de domaine de spécialité, même si évidemment il y a un certain nombre de permanences un peu et de lourdeur, c'est plus compliqué, mais ça reste possible. Donc voilà, je pense que malgré tout dans nos métiers, on a quand même une grande variété d'activités intellectuelles possibles qui, à mon avis, mis à part certains sujets peut-être plus lourds que les autres, permettent de varier les plaisirs, quoi, et d'avoir peut-être moins de lassitude. En tout cas, c'est comme ça que je le ressentirais. Mais surtout, on n'est pas obligé, là encore, il arrive qu'on crée nous-mêmes notre propre malheur par des effets de lassitude, mais il y a aussi une routinisation de ce qu'on fait. En réalité, en recherche, on peut se déplacer. Alors après, il y a un coût qui est élevé, parce que si vous êtes spécialiste d'un pays, que vous choisissez un autre, on a des exemples de collègues, si vous êtes spécialiste d'une documentation et que vous basculez sur une autre, c'est toujours un effort. Mais quand vous restituez la carrière d'une chercheuse ou d'un chercheur, vous voyez quand même qu'il a fait son chemin et que dans un certain nombre de cas, précisément pour répondre à la question que vous posez justement, il ou elle a choisi à certains moments d'aller faire un peu autre chose, de changer un peu de période, de changer un peu de terrain, parce que c'est vrai que passer toute sa vie sur le même objet peut parfois être un peu lassant. J'ajoute juste une petite rapidement. Moi, par exemple, j'ai dû, je suis maîtresse de conférences depuis 13 ans, 14 ans, et je crois que j'ai fait un cours sur la Première Guerre mondiale, parce que j'ai remplacé une collègue qui était en congé, qui faisait le cours. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait ma thèse sur la Grande Guerre, je suis estampillée Grande Guerre, j'ai accompagné André auprès de la mission du centenaire, etc. Et pourtant j'ai fait une fois cours. Donc pour revenir sur ce que disait Catherine, en fait on enseigne plein de choses beaucoup plus généralistes, à plus forte raison dans des petites universités où on est peu nombreux, donc il faut faire des cours assez généralistes. Voilà. Donc j'ai beaucoup enseigné le 19e siècle, dont je ne suis pas du tout spécialiste, mais j'ai fait comme les étudiants, j'ai travaillé, je me suis procuré d'excellents livres, d'excellents manuels, d'excellentes thèses, et puis j'ai bâti un cours sur le 19e siècle, parce que voilà, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Mais pourquoi je dis ça ? L'intérêt, c'est que en fait, les deux pratiques se nourrissent l'une l'autre. C'est-à-dire que notre recherche nous sert à nourrir des cours, mais nos cours nous servent aussi à réfléchir à nos objets de recherche et à en sortir. Et donc voilà, effectivement, moi là, en ce moment, mon projet, c'est de sortir de la Grande Guerre, travailler sur d'autres guerres, parce qu'on ne se refait pas, mais un tropisme guerrier, mais plutôt garder l'objet des enfants et de la jeunesse pour aller voir dans d'autres conflits comment ça se passe. Donc non, on n'est pas condamné à rester dans son champ. Au contraire, on est même encouragé à en sortir. Il est temps de terminer. On arrive au terme de cette séance. Un grand merci aux collègues qui ont participé à cette table ronde. Un grand merci au public d'avoir été là. Cet enregistrement sera diffusé normalement la semaine prochaine, mais peut-être même plus tôt si j'arrive à récupérer le fichier audio et à faire le montage. Enfin voilà, ce sera mis en ligne et ce sera annoncé sur les différents supports et réseaux sociaux que vous connaissez. Merci encore et très bonne fin de Rendez-vous de l'Histoire.